on est toujours à Hollywood et aujourd'hui, épisode particulier. Tous les épisodes sont particuliers, mais si vous aimez le cinéma, vous allez kiffer. On rend visite à une directrice de la photographie, elle est française, et c'est un épisode particulier parce qu'en plus je la connais depuis très longtemps. Je crois que ça fait, c'est bizarre de dire ça, à 30 ans que je la connais, c'est comme ma sœur. Et je suis content de vous la présenter. Elle s'appelle Senda. On s'était fait la promesse, donc toutes ces années en arrière, qu'un jour on sera à Los Angeles. C'est une immigrée française aux États-Unis. J'ai hâte de vous la présenter. On y va, c'est parti. Et voilà. Hello. Senda, directeur de la photographie. J'enlève mes chaussures? Ouais, s'il te plaît. Ok. Merci. Très bien. J'ai ramené des bières sans alcool. Ok, parfait. Petit stand suisse. À la fraîche. J'adore. Bon, en fait, il y a un bon bien. éclairage, hein, regarde, c'est ça, la caméra dont je te parlais. Super. Elle est très pratique. Donc, Senda, directrice de la photographie, chef opérateur. On dit comment? Chef opératrice? Chef opératrice. Chef opératrice. Ouais. Et director of photography. Directeur of photography, cinématographer. Et je disais, là juste avant, c'est bizarre de dire ça, hein. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oh. C'est un drôle de coup de vieux, quoi. 30 ans. 30 ans, j'aurais jamais cru dire ça, quoi, mais 30 ans. Non, ça fait très très mal. Ouais. Ça fait très très mal. J'aime pas du tout cette première approche là, déjà dès le départ. Salut, on est vieux. Salut. Salut. Salut les jeunes, salut la jeunesse, comment ça va? Ah, les boules. Bon, bah, je vais mettre ça là. Ah ouais, tu veux qu'on se mette où? Où tu veux, bah, tu me dis, c'est quoi le cadre idéal? Parce qu'il faut qu'on nous voit bien. Alors, moi je dirais, qu'est-ce qu'on voit en background? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit plutôt... parce que si le background est trop clair, on va moins bien se voir, on va être en silhouette, donc c'est pas terrible. Elle est comment cette caméra là? Regarde. Ouais, alors attends, peut-être que là, comme ça, on a la lumière qui vient de cette fenêtre. Ouais. On va regarder et... Ouais. Mais tu vas pas la tenir comme ça, non? Non, Tu je vais la poses? mettre là et je la pose là. Je peux même la poser sur ce petit truc là, tu vois. Et on est là et c'est parfait. Et on est assis là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on s'asseye genre l'un à côté de l'autre? Ouais, et l'un à côté de l'autre, c'est très bien. Ok. C'est même le mieux. Ok, comme ça, très bien. Et on a les dessins de ma fille derrière. Et Une artiste, dis-moi. t'as vu ça? Ouais, une vraie artiste. Waouh. C'est le dessin de l'année. Hein, et je disais qu'on s'était fait la promesse hein, qu'un jour on sera à Los Angeles. C'est vrai. Et là, tu vois, on y est. Ah, bon, voilà. Il y a des bières, j'ai aussi à boire si tu veux. Ah, génial. J'adore quand tu fais des mugs comme ça. Voilà, des petits mugs Warner Bros. Et puis. Voilà. On met les bières là, on met tes mugs Warner Bros. Et Movie Quote. Ah, ok. Et puis Fluent et Movie Quote si tu veux sortir des petites Movie Quotes. Ouais. Celebrating every story, fluent in movie quotes and sarcasm. Est-ce que vous avez vu cet accent américain que j'ai? Alors, hop. Surtout qu'en fait, quand t'es avec des Français, l'accent, il peut vite partir. Il part complètement, quoi. Ouais. C'est un peu ça qui se passe. Tac. Hop. On est bien. Ça fait combien de temps que t'es arrivé à Los Angeles? Bah écoute, moi ça fait 9 ans. Je suis arrivée en fait juste après que Trump soit élu la première fois. Une semaine après. Quelle ambiance? Il était élu horrible. Non, je suis arrivée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Santé. Chine. Ouais. Chine. Je sens que... C'est du jus de raisin. Il a un vrai goût de vin ton jus de raisin, c'est génial. Attends. Je suis bourguignonne. Ouais, j'adore la Bourgogne. Le meilleur vin. J'espère. Donc, attends, parce que nous, on s'est connus, on a fait une école de ciné. Ouais, on a fait l'éthique. Voilà. L'éthique. C'était n'importe quoi. Une belle, une vraiment superbe école de cinéma qui existe encore, non? Non, je crois pas que ça existe. Ouais. Bon, l'avantage de l'éthique, c'était qu'on était à côté de tous les Transpalux, Cargrip, et du coup, on a pu se faire pote. Moi, j'avais un pote de l'école primaire qui travaillait à Transpalux que j'ai vu grâce à ça. Ah, c'est cool. Et puis en fait, voilà, je me suis retrouvé. Maintenant, on est à Los Angeles. Écriture de scénario. Toi, t'es à fond dans les films d'horreur. Ouais, je suis à fond dans les films d'horreur. Enfin, après aussi dans nos films, mais ouais, j'aime beaucoup les films d'horreur. En tout cas, c'est. Et t'as tourné, donc t'as fait chef-op. Je me rappelle, on va repartir. La première fois, je me suis dit, ouah, ça y est, elle est à Hollywood. C'est quand tu m'as dit, je crois que tu étais 3e assistant sur les Born Mission, comment ils appellent ça en français, l'identité dans la peau, la mémoire dans la peau. Ouais, enfin j'étais Born Ultimatum. Born Ultimatum. J'ai fait un stage à Panavision quand j'étais à la Fémis. Ils m'ont envoyé pendant 3 mois à Panavision.
Donc la Fémis, on explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des écoles, l'élite du cinéma français, comme ils le disent à la Fémis. En plus, ils te le disent. T'arrives, enfin, nous, c'est ce qu'ils nous avaient dit. T'arrives à l'école, t'arrives à la Fémis, et on est tous là, et ils nous disent vous êtes l'élite du cinéma français. Et on est là, quoi? Non, t'as fait toutes les écoles, t'as fait Louis Lumière aussi. Non, j'ai pas fait Louis Lumière, non, là, faut pas abuser quand même. Imagine, j'ai fait 15 ans d'études. 15 ans d'études, j'ai un doctorat en cinéma. N'importe quoi pour être freelance dans le cinéma, n'importe quoi. Non, j'ai éthique, la fac et la Fémis. Ouais, c'est assez là, je pense que c'est bien, j'ai tout donné. Mais, et donc, non, j'ai fait donc la Fémis, qui était super pendant 4 ans. Et ce qui était incroyable parce que tu fais plein de films, tu vas en 35, en Super 16. Et en plus, ils m'ont envoyé à Los Angeles pendant 3 mois pour faire un stage à Panavision, où j'étais payée en plus. Ça, c'est la Fémis qui a fait ça? C'est la Fémis qui m'a envoyé, à Los Angeles. Et donc, pendant mon stage, j'ai fait un petit bout d'un film, donc qui était Bourne Ultimatum. Donc t'as vu Matt Damon? Non, c'était une doubleur. Ah, t'as vu la doubleur de Matt Damon? La doubleur de Matt Damon. Et quoi, c'est une équipe B? Attends, ouais, j'ai fait une équipe B et juste ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des plans du mec qui met sa ceinture, et puis qui tient le volant, et puis... c'est pas Matt Damon qui tient le volant? Non, qui change de vitesse. La main de Matt Damon qui change de vitesse, c'est pas la main de Matt Damon? Non, c'était pas... Non. Oh là. Désolé, c'est un peu décevant. Là, c'est incroyable ce que tu dis. C'est hyper décevant. J'étais sûr que c'était la main de Matt Damon qui changeait les vitesses. Et en fait, c'est pas la main de Matt Damon. Non, et là, c'est souvent ça. C'est drôle. Hein. Ça, pour le coup, ça me fait Quoique, il y a certains acteurs qui font vraiment tout, quoi, comme Tom Cruise. Mais, Tom Cruise, il change les vitesses. Hein. Ah bah lui, direct. Mais il veut tout faire, lui. C'est toutes les cascades, tous les trucs. Quoique peut-être pas changer les vitesses, mais en tout cas il fait beaucoup. J'ai vu une vidéo de Tom Cruise où il y a une nana qui est dans sa voiture et elle voit qu'il y a une équipe de tournage sur un train. Et là, c'est Tom Cruise qui est sur le toit. Tu l'as vu cette vidéo sur Instagram passer? Et t'as Tom Cruise qui est sur le toit du train qui dit salut, je suis sur le toit d'un train. Ah, mais le mec il est cinglé quoi. J'adore. J'adore les cinglés. J'adore. Je suis beaucoup dans la cinglerie. C'est ce que je préfère. Donc, tu fais ton stage à Los Angeles et là, on rentre. Là, tu savais déjà que moi, je sais que je veux aller à Los Angeles depuis que j'ai 16 ans. Donc, tu rentres de ces 3 mois à Los Angeles et t'as plus qu'une idée en tête, c'est y retourner. Ah ouais, franchement, j'étais là, c'est incroyable, quoi, les studios, tout. J'étais hallucinée, c'est incroyable. Et c'est quoi ton boulot sur Burn? Donc tu changes les magasins, donc quand t'as des gros... à l'époque c'était en 35. J'étais l'odeur quoi. Ouais. L'odeur c'est que tu as en fait la pellicule. Ouais c'est ça, tu changes la pellicule en fait. Donc t'as la pellicule dans le magasin 35 et puis tu changes la pellicule, tu mets la nouvelle pellicule et puis tu sors la pellicule, tu la mets dans une boîte qui va être après envoyée au laboratoire, qui est développée et après scannée et après tu as tes rushs que tu après vas monter en salle de montage. Ce qui se fait de moins en moins. Donc quand on dit qu'on se connaît depuis 30 ans, c'est que on faisait de la pellicule à l'époque, c'était plus normal de faire la poche. Ce qui redevient quand même un petit peu, enfin pas à la mode, mais il y a quand même pas mal de réalisateurs qui remettent ça plus à la mode. C'est un peu cher quoi. Mais tu vois les films de Christopher Nolan, ils sont 70 mm. En plus c'est pas 35, c'est 70 mm. Les films de P.T. Anderson, c'est en film. Tarantino. Scorsese, Tarantino. Tu crois que c'est parce qu'ils ont l'habitude ou tu crois que c'est vraiment un truc de grain? Parce que là, maintenant, en vrai, si tu prends les dernières caméras, la Alexa 35 ou des trucs comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent vraiment faire la différence, ou tu penses que si, toi tu... Non, tu vois la différence. Eux, ils voient clairement une différence. C'est sûr que peut-être que pour la plupart des gens, moi je vois aussi quand même une différence. Tu vois qu'il y a quand même une profondeur d'image qui est différente. Tu peux aller très très proche d'un acteur et puis avoir le décor, en fait, la présence d'autres acteurs aussi qui est vraiment différente. En fait, d'un seul coup, ça devient du grand spectacle, quoi. C'est assez incroyable ce que tu vois. Surtout que ces films, tu dois les voir en IMAX, quoi. C'est des films qui se voient dans une grande salle de cinéma. En France, ils n'ont pas vraiment d'IMAX, tu vois. Ouais. C'est fou. Je crois qu'il y a un IMAX qui va s'installer en France. Mais ouais, en fait, quand un film et c'est là le problème, c'est que la majorité des salles sont pas IMAX. Donc en vérité, quand le film est tourné en IMAX et qu'il le passe sur un cinéma normal, tu rates un peu du film. T'as pas le vrai cadre. Ouais. T'as pas le vrai cadre. Non, c'est ça. T'as pas la vraie expérience de comment tu devrais voir le film, quoi. Et puis même, avant, c'était des projecteurs pellicules qui étaient dans les cinémas, et c'est de moins en moins le cas en réalité. Non, c'est plus jamais le cas, quoi. Il y a plus que le cinéma de Tarantino qui montre les films en 35.
C'est bien, c'est tout digital. Ouais, maintenant c'est que digital. Il n'y a plus aucun projecteur qui est en 35, qui est en film en tout cas. Ouais. Comment est-ce que tu te rappelles du moment où tu as dit je veux être chef-op? Parce que toi, c'est vraiment la lumière, l'image. C'est quoi pour toi ce métier? À quel moment tu t'es dit c'est ça ma vie? Je mets tout. Moi, je t'ai toujours connu depuis adolescente. Tu veux faire de l'image. Mais depuis qu'on s'est rencontrés en école de cinéma, quoi. Mais t'étais tout le temps. T'as jamais eu un moment de. T'as gardé ce but. Ouais, je crois que depuis que je suis petite, tu vois, moi, mes parents, mon grand-père, depuis que je suis toute petite, j'étais sur des plateaux, quoi. Ouais, alors faut dire, parce que nous on était fans de la maman de Senda, parce que ta mère Myriam, elle réalisait pour les nuls en fait, les pubs des nuls, les sketchs des nuls, etc. Elle fait plein de sketchs des nuls, de Carl Zero aussi. De Carl Zero, et nous, putain, waouh, tu sais, c'était un truc incroyable en fait. Ouais. Donc là, d'ailleurs, je sais pas si je peux parler. Premier mariage, ta mère vient me voir et elle me dit déguise-toi en imam. Et pour cette célébration, donc on est en Bourgogne, il y a du vin partout. Et du coup, ton ex-beau-frère, je crois qu'il a vraiment cru qu'il y avait un vrai imam parce qu'il t'a vu un peu typé, donc il s'est dit ah ouais, ils ont ramené un imam. Attends, faut que tu remettes dans le contexte. Donc mon ex-mari qui est américain, donc mon ex-beau-frère qui est américain, qui vient de Philadelphie. Alors ils étaient tous là, what the fuck. Ah ouais, je suis arrivé en imam pour le sketch que sa mère m'a demandé. Ah, c'est trop marrant, si tu viens en imam et tu fais un sketch en imam. Et donc ce que j'ai fait, j'étais trop content qu'elle me demande de faire un sketch, tu vois. C'était génial. C'était génial, c'était trop drôle. Et en fait, j'enlève la tenue d'imam et puis après on se retrouve au dîner, tu vois. Et je commence à teaser avec le beau-frère, avec tu vois. Et là, il me voit boire, il me dit mais je crois que les musulmans, ils buvaient pas. Et puis je dis mais c'est quoi cet imam? Et puis je suis pas du tout imam, mon gars. C'était un sketch. Tu sais, j'ai dû lui expliquer que c'était un sketch. Et j'ai vu, c'était un peu rassuré, ce qui est très bizarre. Bon, on n'est pas tous passés musulmans. Dans la famille. Bon, après, il parlait pas français, j'ai fait qu'en français, donc il a pas évidemment tout capté, quoi. Ouais, c'était assez marrant. Ouais, c'était hyper drôle. Donc t'as passé beaucoup de ton enfance sur des plateaux. Ouais, et donc voilà, ma mère, et donc aussi à l'époque mon ex-beau-père qui est toujours chef-op, Stéphane Leparc, je le voyais bosser, je trouvais ça incroyable, quoi. Il a fait des films qu'on connaît? Il a fait plein de films qu'on connaît. Il a fait Lucky Luke, Lucky Luke avec Dujardin. Avec Dujardin. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Brice de Nice. Beaucoup de comédies aussi, quoi. C'était vraiment plein de comédies. Et j'ai eu aussi la chance de travailler avec lui sur les plateaux plus tard, après. Mais et donc quand je le voyais bosser, et puis j'adorais aussi la photo. Depuis. Je me rappelle, tu faisais des photos, tu développais. Je développais, j'avais ma chambre noire. Donc j'adorais vraiment la photo, le cinéma, et donc ça venait vraiment ensemble. C'était assez évident de faire ça, quoi. Et aussi, quand j'étais petite, ils me mettaient devant la caméra. Des fois, je faisais des pubs et ça m'ennuyait, quoi. J'avais pas envie d'être devant la caméra. Je voulais vraiment. Comme là, par exemple. Ouais, là, par exemple, je suis hyper à l'aise, tu me vois. Non. Ouais, le but, c'est vrai que c'est toujours. Même pour moi, tu sais, je monte sur scène, et encore plus en anglais, il y a un truc quand même de quand t'es devant la caméra, pas derrière, parce que moi j'aime les deux, vraiment, j'ai autant envie d'être derrière que devant, et dans les deux cas, pour moi, plus que l'image, même si tu racontes beaucoup avec l'image, c'est vraiment raconter une histoire. J'adore raconter des histoires, tu vois, quand je suis sur scène, même quand je suis sur scène, en vérité, je sais qu'il y a beaucoup les gens aiment. Surtout quand tu es humoriste, tu veux raconter des blagues. Mais en fait, j'ai l'impression de raconter des histoires marrantes plus qu'une blague. Tu vois, j'ai l'impression, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin. Surtout même maintenant, à l'époque, on est au moment des réseaux sociaux. C'est ce truc où tout doit aller super vite. Tu dois accrocher les gens dans les 3 premières secondes. Est-ce que tu as un bon hook? C'est un peu bizarre dans mon monde. C'est un peu bizarre, mais bon, ça. Après, c'est différent parce que là, tu vas sur scène et aussi tu te filmes toi-même, quoi. C'est 2 sensations différentes. Ouais. Alors, autant sur scène, comme avec la caméra, etc., il y a un truc où là où t'es le mieux, et c'est le plus dur, je pense, c'est de
de zapper. Quand tu commences, quand t'es sur scène par exemple et que tu as trop conscience que tu es sur scène et qu'il y a des gens qui t'écoutent, tu peux avoir, ça peut te mettre un gros coup de flip, quoi. Tu fais, attends, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là, quoi. Alors que si tu arrives vraiment dans l'idée, je me rappelle qu'au début, surtout ma première année, j'avais envie de dégueuler à chaque fois que je montais sur scène. J'avais tellement le trac, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok. Et je m'étais fait le pire, c'était, je faisais la première partie de Jamel, mais j'oublierai jamais, c'est pas mort de ma vie, c'était à Lausanne, en Suisse. Et Jamel, il est en retard. Et je suis là. Et quand tu fais la première partie de Jamel, déjà, c'est 4000 personnes qui attendent Jamel. Moi, je commence, je venais juste de faire le Comedy Club, j'ai le cœur qui est là. Et tu sais, c'est pas genre, t'as un petit théâtre, t'as un mec avec, comme une émission de télé, quoi. T'as un mec avec le casque et le micro qui vient, ok, dans 5 minutes, tu sais, tu fais... Et t'es là, tu vois, t'as un mec avec un casque qui vient de parler, ça met la pression, tu vois, Jamel, il est toujours pas là, donc ils attendent, ils savent pas quand il arrive. Et là, moi, c'est mes débuts. Et le mec, il arrive et puis il me dit... Ok, donc on sait pas quand arrive Jamel, donc tu restes sur scène tant que tu vois pas la lumière rouge. Ça veut dire que Jamel il est pas là. Et donc je me dis attends, je vais sur scène, je sais pas combien de temps je dois rester sur scène et je dois y aller. Et au moment où il me dit ça, il me dit ouais, c'est dans quelques secondes là, tu dois y aller. Et puis moi je dis, elle m'amuse parce que je leur ai donné une musique et ma musique elle vient pas. Il fait non, vas-y, mais ma musique, va, tu sais. Et donc je me dis putain, je dois y aller. Et au moment où je vais pour y aller, j'entends Jamel. Alors là, ouais, c'est horrible. Alors là, je suis pas bien. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé. Je monte sur scène. Et là, je sais pas, il y a un mec qui m'insulte dans le public. Et en fait, déjà, ma mentalité à ce moment-là, j'avais tellement peur. Je me suis dit, imagine que t'es en retard à un dîner où c'est que tes potes. Je me suis fait un truc dans ma tête. T'es en retard, c'est un dîner. C'est que tes potes. Ils t'attendent. Et t'es en retard. Donc je suis arrivé avec cette petite course de je suis en retard. Putain, les gars, il vient de m'arriver un truc. Tu vois, comme s'il venait de m'arriver un truc. Et je me dis, bon, évidemment, ouais, Jamel, il est pas encore là. Je suis pas lui. Je sais pas à quel point. Je sais pas, je fais. Et puis il y a un mec qui dit, ferme ta gueule. C'est depuis le public. Et là, je me suis pris sur lui. Et j'ai tout lâché, tout ce que je pouvais de blagues sur lui. Je fais, ah là là, l'idiot du village. Je suis parti, mais vraiment que sur lui. J'ai dû faire 5 minutes. Et plus je parlais de lui, plus les gens y rigolaient. Et tu sais, ça m'a fait un truc. C'était la deuxième fois. La première fois que j'ai fait une grosse salle, c'était, je crois que c'était le Zénith de Montpellier. Pareil, c'était avec le Comedy Club. On partait en tournée avec le Jamel Comedy Club. Et les humoristes, il n'y a personne qui veut passer en premier. Ça, c'est un truc. C'est quand tu es une troupe, et ils m'envoient en premier. Pareil, je suis tremblant. Et quand tu as les premiers rires, tu sens tes vêtements qui font... Les rires font trembler un peu les vêtements comme ça. Et j'ai senti mes vêtements un peu trembler de rire. Tu veux dire quoi? C'est le public? Ouais, le rire du public. Ouais, j'ai senti un truc comme ça. Je me waouh! Ça, c'est génial. Waouh! Et tu sors de là, c'est une sensation incroyable. C'est ma vie. Ah ouais. Tu vois, c'est... j'ai eu cette sensation quand j'ai recommencé ici en anglais. Ça, c'est une sensation qui est ouf. Je comprends pourquoi tu as envie d'aller sur scène, pour ressentir ça, quoi. Ouais, c'est une sacrée adrénaline, quoi. Moi, je peux pas parler devant autant. Non, je m'en suis pas capable. C'est un entraînement. Je suis pas capable. C'est un entraînement. Toi, la flip, avant en pellicule, je trouvais qu'il y avait une petite flip. Parce que si tu règles mal ta péloche, c'est tout blanc, c'est gris, c'est niqué. Il y a toujours. J'en fais toujours des tournages en film. T'as toujours peur, hein. Ça t'est arrivé quelquefois des grosses erreurs de péloche? Ouais, je crois que ça m'est arrivé d'ailleurs avec toi. On a tourné un film en Super 16, un plan du soleil. J'ai pas dit. Tu dis, ouais, attends, on va faire un plan du soleil. Et tu me dis, mais Sana, t'es sûre qu'on va pouvoir voir le soleil? Je dis, ouais, t'inquiète. Et on a filmé le soleil. Non, on n'a pas du tout filmé le soleil. Ouais, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien du tout. Mais c'est génial aussi ces expériences. C'est vrai que moi j'aime la réelle. C'est vrai que tu te fais à ton chef-op, mais après, t'avais trouvé un super truc sur ce film et je le dis souvent. On voulait faire à un moment donné, il y avait un flashback et je voulais surtout pas faire un flashback en noir et blanc. Ouais. Et ça, je trouve que quand tu montes un film et la conversation avec le chef-op, ça illustre vraiment ça. Et je te disais, putain, j'aimerais bien... et on a trouvé ce truc, en fait, ce qu'on a fait... Comment t'avais fait? On avait filmé pour avoir du grain et t'avais mis 2 fois dans le bain, 2 fois plus longtemps dans le bain. Je crois qu'on avait poussé la pellicule, ouais. On avait poussé. Ce qui donnait du grain. Et on avait rajouté un léger accéléré. Ouais, on avait fait un effet de shutter et on avait fait de l'accéléré, ouais. Et ce petit côté accéléré qui rappelle les vieux films, ça marchait super bien. J'ai trouvé ça, ce genre de truc pour construire un film. Ça t'est déjà arrivé? Déjà, t'as tourné
à chaque fois que tu tournes avec un réalisateur, ça doit être un truc, une vraie conversation. T'es vraiment à fond. J'aime bien comment tu fais. En tant que réal, j'ai eu la chance de bosser avec toi. Et c'est bien direct. Quand on ouais, ça y est, en France, ouais, je rigole souvent parce que et puis il y a une manière de parler dans les éléments. Faisons le plan. Puis basculons. Changeons d'axe. Donc ce que je propose mais ouais, non, c'est cool les discussions en prépa et putain, après t'as tourné avec Malkovich? Ouais, j'ai tourné avec Malkovich comme chef-op. Ouais. C'est génial, il parle français, tu m'as dit. Il parle français super bien, il est super cool, franchement. Vraiment très tu stressais un peu, c'est John Malkovich, ce monument du cinéma. Ouais, je stressais un peu, mais les scènes qu'on avait à faire, elles étaient pas trop compliquées. Enfin, les premières scènes qu'on avait à faire, c'était pas trop compliqué. C'était des scènes de dialogue, posées dans un bureau. Je contrôlais la lumière, pas trop mal en fait. Je savais que voilà, on est dans une pièce où on avait le soleil qui passait. J'avais étudié à quelle heure on devait la filmer pour pas avoir trop de problèmes. Enfin, donc c'était pas vraiment trop. Donc c'était cool, c'était posé quoi. Donc entre chaque changement de plan, j'avais le temps un peu de discuter avec lui, d'être tranquille. Donc c'était vraiment super agréable. Et puis lui, j'avais l'impression qu'il était content de parler en français aussi. On était dans l'Arkansas, donc personne parlait français. Donc lui, il était un peu content d'avoir ce petit retour en France. Parce que je crois que même il a une maison en France. Il était super pote avec Depardieu aussi. Ouais, j'ai entendu des trucs. Et il a monté, je crois que c'est Les Liaisons Dangereuses en théâtre. Ouais, il a fait ça au théâtre. J'ai un pote. Ouais, il a fait beaucoup de théâtre. Et c'est drôle. Et après, donc le film que j'ai fait en Arkansas, il a fait un film avec mon beau-père juste après. Mon avec beau-père. Stéphane Park. Ouais. C'est tous les deux bossés avec John Malkovich en chef-op, c'est génial. Donc coup pour coup, c'était drôle. Putain. Donc ouais. Et là, récemment, on se met à parler de plus en plus de films d'horreur. Toi, ça fait longtemps que t'es dans les trucs un peu films d'horreur. D'ailleurs, tu veux faire de la réalisation aussi? Ouais, c'est un truc, je pense que ça peut faire flipper certains réalisateurs de savoir qu'un chef veut faire de la réal. Ouais, c'est possible, mais je pense que... Après, je dis, faut pas flipper. Je pense que l'un nourrit l'autre, en fait. À partir du moment où on comprend l'histoire et puis la narration, le montage, le jeu des acteurs, on n'est pas là pour prendre la place. Moi, je pense que l'idée un chef opérateur, il doit trouver, c'est traduire ce qu'a un réalisateur dans sa tête et de le mettre dans un film. Et c'est toujours de faire le meilleur film possible, quoi. Et le plus tu sais de choses et le plus tu peux aider, je pense. Le mieux tu sais faire un bon film et le mieux tu peux aider. Et donc le plus tu sais de choses, le mieux tu peux aider aussi. Donc ça va vraiment nourrir encore plus, moi je pense, ma carrière de chef opératrice de réaliser aussi à côté, quoi. C'est vrai que la réal, c'est tout un truc où c'est bien de connaître la lumière, c'est bien de connaître le montage. Je trouve que le montage... j'ai vu un stand-up de Patton Oswalt, qui est un stand-up américain. Et c'est marrant parce que tous les grands réalisateurs mecs, tous les plus grands films, c'est marrant, mais souvent c'est une monteuse. C'est une femme qui monte. Ouais. Et tu te dis, mais la nana, elle a fait quasiment, parce que le montage, tu réécris tout un film au montage, quoi. Ouais, bien sûr, complètement. Tu réécris tout un film, tu te dis, putain, en fait, tous ces films-là, ils ont été. Parce que, en fait, lui, ce qu'il compare dans son film, c'est le réalisateur, il est là, on shoot un maximum de trucs, on shoot tout ce qu'on peut, et puis la nana, elle se retrouve avec tous les rushs, et bon, on va raconter une histoire avec tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. T'as vu par exemple dans le dernier film Obsession, tu l'as vu? Je l'ai pas encore vu, ça me saoule, faut que j'aille le voir. Peut-être que je vais le voir, j'ai un show ce soir, je suis en spectacle à Hollywood, mais suivant comment, etc., je suis en show à 8h, si j'arrive à choper une séance qui me permet de le voir, je vais le voir direct. Ouais, va le voir, c'est super bien, parce que par exemple, tu vois, dans ce film, et ils ont fait ça dans d'autres films aussi, dans Pretty Woman, je crois qu'ils avaient fait un truc comme ça. Donc il a fait une prise avec elle, je vais pas trop te raconter l'histoire, mais où maintenant t'es super intéressé dans le mec, et maintenant tu fais une prise où t'es complètement obsédé par le mec. Et en fait, il lui a donné 2 intentions différentes dans 2 prises différentes. Donc des trucs complètement différents, quoi. Et donc après au montage, tu doses. Et ça donne un truc hyper chelou et qui peut être un peu étonnant, et ça marche super bien. Et ils avaient fait ça aussi en fait dans Pretty Woman.
Je sais que le réalisateur, il avait demandé de faire une prise où elle était hyper drôle, où tu vois, c'est un petit peu plus léger, ou une prise où c'est un peu plus dramatique. Ils ont mélangé les deux. Et ils ont mélangé les deux, et en Génial. fait, le ton de Pretty Woman, il est aussi cool et aussi drôle et fun, parce que il y a un ton des fois un petit peu rigolo, et des fois un petit peu plus dark, mais normalement, le film devait être complètement dark, Pretty Woman, et en fait, ça marche aussi bien parce que c'est une comédie, quoi. Mais les meilleures comédies, c'est souvent des drames. Ouais. C'est vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au cinéma, et surtout en tant qu'acteur, et tu as dû voir toi sur les tournages, mais quand tu pars sur un théâtre, tu as une énergie qui fait que monter. En fait, y a pas au cinéma, c'est très haché, finalement. Donc, ce qu'ils ont fait pour Pretty Woman, bah, c'est très compliqué à faire au théâtre en vrai. Ah ouais, non. Tu vois, c'est que. Tu peux pas choisir après, faut choisir Au cinéma, je trouve mais... qu'il y a un truc qui est Ouais. dans l'essence qui est génial parce que, bon, évidemment, le décor, mais la musique, l'étalo, tu vois, l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, en fait, vous avez l'image qui est là. Je dis pour ceux qui connaissent pas, hein, mais puis après, c'est quoi ton implication, l'implication d'un chef-op à l'étalonnage? C'est-à-dire que ce qu'on appelle la post-production, c'est ce qui se passe après le tournage. Donc, toi, tu as fait ta lumière, mais après. Tu vois, si c'est un drame, il y a beaucoup d'étalonneurs qui vont étalonner ça dans des tons très froids, donc plutôt dans les bleus. Matrix est étalonné dans les verts parce que c'est très ordinateur, Amstrad, Atari, tu vois. Ou quand c'est chaud, tu sais, ils montent dans Trafic de Soderbergh qui est réalisateur et chef-op également. Tu as des réalisateurs comme ça qui font la lumière en réalisant, ce qui est complètement ouf pour moi. Mais tu vois, tu as des étalonnages, des parties pris à l'étalonnage qui sont incroyables. Toi, c'est quoi l'implication d'un chef-op En fait, moi, ce que je fais dès le début, c'est que je fais un lookbook. Donc, le look du film et les couleurs, les codes couleurs, on y réfléchit vraiment dès le début, même avant le tournage. Donc, on réfléchit aux couleurs voilà, des murs, du décor, des costumes, etc. Et même de la lumière. Une palette de couleurs. Ouais, c'est ça, on fait une palette de couleurs et qu'on va emmener tout le long du film. Puis après, on l'amène aussi en color correction à l'étalonnage. Et donc, il y a un étalonneur qui après va régler le contraste et les couleurs du film. Et moi, je suis là aussi pour m'assurer que tout continue comme ce qu'on avait décidé. Mais ouais, c'est... Et il est bon ton jus de raisin. Il est bon le jus de raisin. Oh là là. C'est la Bourgogne. Peut-être reprendre un jus de raisin à un moment donné. Qu'est-ce qu'il est bon. Peut-être tu veux une bière sans alcool Ouais, bien sûr. C'est vrai. Comme tu veux, hein, tu peux reprendre du jus de raisin si tu veux. Ouais. Elles sont fraîches, ouais, elles sont fraîches. Je te loue. Alors, je sais pas en France, mais il me semblait pas qu'il y avait ça en France. Ici, tu sais, les twists. Pas du tout. Je sais pas si c'est en France. Écoute, j'y retourne non. cet été, non. Ah non. Pas du tout. Elle est pas twistable. Attends, je vais chercher un nouveau bouteille. Attends, je viens avec toi. C'est vraiment caméra embarquée dans la vie, quoi. Ah non, mais là, la cuisine, c'est pas du tout... On peut pas montrer ta cuisine. Mais arrête. Faut arrêter avec ce truc de... C'est pas grave, c'est le bordel, alors que c'est pas du tout le bordel. Enfin, vue sur la poubelle... Une poubelle bien remplie. Poubelle bien remplie. Elle se remplit tous les jours. Et voilà. Elle se remplit complètement tous les jours. Oh, il m'habille bien ton jus de raisin. Welcome. T'as 9 ans de Los Angeles, quoi. C'est fou, hein. Putain, ça 9 va vite, ans, quoi. 9 ans, non, mais surtout, et 30 ans de nomade, quoi. 30 ans. Mais tout à l'heure, j'ai réfléchi, je me dis... 30 ans de Ah nomade, putain, Senda, machin. Et là, je me dis, attends, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Parce que j'allais dire 20 ans, je sais pas pourquoi. Et en fait, non, ça fait bien 30 ans qu'on se connaît, quoi. Non, mais ça, c'est ouf. Et c'est trop cool qu'on se retrouve là à Los Angeles. C'est un monde. Et d'ailleurs, je vais faire un... Non, puis c'est important d'avoir ses potes proches aussi ici. Zéro, parce que on est zéro pour... Ce n'est pas de l'alcool. C'est important. Ouais, c'est bien d'avoir... Bien sûr, c'est cool d'avoir les potes. Et on a fait quelques soirées, c'est cool. C'est marrant, mais là, j'ai un peu le même délire. Je fais un autre programme américain qui s'appelle Nomad Meets America. Ouais. Je vais faire un épisode avec... Will. Ouais. Qui lui a les studios. Et peut-être on va le tourner. J'ai quand même accès au bar de Terminator 2. Ah, génial. C'est quand même cool. Ouais. Le Terminator 2, il a été tourné dans un des lieux qui manage. Donc soit on tourne dans le bar où la bagarre des motards, là, dans le bar de Terminator. Et c'est vrai qu'il y a un truc où des fois je suis dans la rue là, à Los Angeles et je sais pas, je pense à L'Arme Fatale. Je pense à des films de ici ou même les films qui ont été tournés dans la vallée de P.T. Anderson ou quoi. Ou même Pulp Fiction, tu vois.
T'es là et puis tu reconnais une rue de Pulp Fiction ou... Ouais, c'est sûr que ça fait quelque chose. Il y a un film que j'ai tourné qui s'appelle Cora Bora. Et je savais pas, en fait, quand on arrive à l'intérieur, c'est un diner. Et je vois des photos de Reservoir Dogs. Je fais, mais non, ils ont tourné là. Et en fait, ils ont tourné là la scène du diner de Reservoir Dogs. Tu sais, juste avant qu'ils aillent... Ouais, c'est le fameux, je sais pas si c'est un zoom ou un travelling, qui est super lent. Ouais. Et tu te rends pas compte que c'est un... C'est ça. Ouais, je me rappelle très et bien. En fait, et ben ils l'ont tourné là. Et je dis, putain, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'était génial. C'est ce moment-là où il y a le boss, et c'est la scène où Steve Buscemi, il dit qu'il paye pas de pourboire. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais. C'est ça, là. Réservoir Dogs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi pour m'améliorer en anglais, parce que moi, je suis arrivé ici, je croyais que je parlais anglais. Donc, je vais pour monter sur scène quand même, et je m'aperçois qu'en fait, je parle pas l'anglais. Et en Que fait, personne te comprend. ouais, personne ne me comprend et je ne comprends pas les gens. Et je comprends pas les gens. Et en fait, j'ai pris donc il y a une boutique sur Hollywood Boulevard où ils vendent des scénars. Et j'ai racheté les scénars de Reservoir Dogs, j'ai racheté Breaking Bad, etc. Et tu lis le draft de tournage, en fait, la version de tournage. Ouais. Et je regarde le film en lisant le scénar. J'ai fait ça beaucoup. Ah, c'est cool. Et tu vois et c'est génial, tu vois où l'acteur il improvise. Tu vois les scènes qu'on sautait au montage, c'est vraiment, faire ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est bien pour l'écriture de scénario aussi, quoi. Ouais, parce que tu vois comment un réalisateur il écrit ses scènes et le rythme, comment il écrit ses scènes, aussi comment il réalise. Ouais, c'est un art. Tu sais, j'ai vu une interview de Stephen King en français. Moi je savais pas que Steven, en fait, Steven, c'est Stephen. Ouais, il dit Steven pour Stéphane. Même si c'est PH, ou si c'est V, il dit Steven. Ouais. Donc c'est Stephen King. Tu sais comment on dit colonel aussi? Colonel. Ouais. Colonel. Ouais. Colonel, ça se dit colonel. Colonel. Merci. Merci, je viens d'apprendre un truc. Ouais. C'est des petits détails comme ça qui fait que vous vous faites passer pour un vrai colonel, putain. Lavatory, pour laboratory. Je sais plus comment on le dit, mais ça se dit pas laboratory, ça se dit laboratory. Bah, par exemple, saumon, ils écrivent salmon et ils prononcent pas le L. Ah, ils cassent les couilles. Ouais, laisse tomber. Enfin, nous aussi, on casse les couilles, grave. Ouais, nous aussi, on dit pas les dernières lettres. Bah, je me suis pris la tête avec ça, par exemple, love, le mot love. L-O-V-E. On dit love. D'accord ? Ouais. Mais si à la place du L, tu mets un M, bah, ça fait pas mauve, ça fait move. Ouais. Et le E, il est muet à la fin. Mais Nike, en fait, ici, ils disent Nike. Pourtant, pourquoi ils le décident en fait, ici, c'est comme ils veulent, quoi. Il n'y a pas de règles. Je pense que tu devrais interviewer un mec qui fait les linguistiques. Ouais, le double O, ça se dit où ici? C'est foot. Ouais. Spoon. Par contre, ils disent pas blood. Ils disent blood. C'est vrai? Non, mais c'est des trucs où moi, je me suis pris la tête, surtout quand je suis foncé. Non, mais c'est ça. Attends, c'est quoi le délire? Ça, c'est vraiment les réflexions de foncé, quand même. Ouais. C'est... Mais attends, mais pourquoi? J'adore la réflexion de foncé. Qu'est-ce que j'adore ça. Franchement. Ici, donc, la weed, elle est légale, c'est quand même un délire. Ouais. Je me rappelle, une des premiers trucs que j'ai fait quand je suis arrivé, j'étais sur Venice Beach, je croise 2 flics. Et pour le faire, alors je prends mon gros accent français, je fais ça à chaque fois que j'ai une interaction avec la police. Excuse me, where can I find cannabis? Et donc je demande aux flics où je peux trouver de la bœuf, quoi. Ils ont rigolé, ils ont dit, right in front down the corner. Et je fais, merci. De dire que tu peux demander ça aux flics. Ouais, tu peux demander aux flics. Tu peux demander aux flics. Ouais, elle est où la bœuf? Et je me suis fait ce petit délire à Los Angeles plusieurs fois. Je me dis, attends, faut que tu l'as filmé? Non, j'ai jamais filmé. Il faudrait que je filme. Bah si, je le filme. Un jour quand même. Ouais, faut que je le fais en caméra cachée parce que je sais pas si. Ouais, peut-être. Non, alors tu le demandes aux flics. Si ouais, ils sont super sympas. J'ai fait plein de Tu peux prendre des photos avec eux, tu vois. Si tu leur demandes, je pense qu'ils sont chauds. Ouais, j'avais fait une photo, faut que je la retrouve, mais j'avais fait une photo avec les flics. Mais ils sont plus cool qu'en France pour les photos. Les touristes qui veulent faire des photos, ils sont beaucoup plus cool qu'en France. Par contre, il y a un truc, c'est que les voitures de flics ici, quand elles sont usées, machin, t'as vu, ils les vendent. Et donc, t'as des civils qui roulent en voiture de flics. Je crois qu'il faut qu'ils les repeignent par contre, non? Non, ils doivent juste enlever ils la repeignent pas du tout. Par contre, il n'y a plus de gyro. C'est tout. Mais sinon, si tu vois une voiture de flic, tu flippes parce que tu vois pas tout de suite le gyro, quoi. Ah voilà, je comprends pas pourquoi t'as pas acheté une voiture de flic. J'ai failli. J'en ai trouvé une à 3000 balles.
Putain, mais J'ai failli l'acheter. C'est ta prochaine voiture. J'ai failli l'acheter. Ouais, mais il y a un côté sur. Ouais, mais tu te dis, putain, à chaque fois que moi je prends une voiture. Et en plus, j'ai un pote humoriste qui a une vanne là-dessus. Et il fait, vous êtes tous des enfoirés. Parce que ça fait peur. Dès que tu croises une voiture de flic. Ah, bien sûr. Ce qui est bizarre, parce que ça devrait nous rassurer. Par contre, j'ai jamais eu de problème avec la police ici. On voit beaucoup de vidéos et tout. Donc, je touche du plastique. Non, c'est du bois. Okay. Nous n'avons plus 20 ans. Je me suis dit, ouais. En tout cas, c'est bien verni. Ah, c'est pour ça que t'as mis les dessous de. Voilà. Les dessous. T'as des projets là en ce moment de cinéma. Et derrière moi, du plastoc. Hein. Mais c'est bien. Ouais, écoute, on a plusieurs projets parce que je bosse avec ma pote Rebecca aussi que tu connais, où on développe. Je pourrais aller la voir aussi. Hein. Ouais, tu pourrais aller la voir Rebecca. On développe aussi des projets qu'on a envie de faire nous aussi à la production. Donc on développe. C'est bizarre, c'est là tout d'un coup là tu te mets vraiment. Je vois que tu peux se mettre dans la prod à fond quoi. C'est comme si on avait aussi un petit studio avec elle quoi. Donc on a lancé notre chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an quoi. Je fais pas d'avis pour Heineken hein, mais je pense que c'est bien pas d'alcool quoi. Ouais. C'est bien pas. Mais pourquoi t'es obligé de faire ça plusieurs fois dans la vidéo? Je sais pas. Je paranoïe des fois. Ah ok. Non mais je me suis pris un strike. Il n'y a pas longtemps là, je me suis répété tellement. Puis, parce que sinon t'es plus monétisé en fait, c'est ça si tu bois. Non mais pire que. Ouais, je sais pas, mais moi j'ai. Bon après c'était le cannabis, mais. Ah ouais. J'ai quand même mon ancienne chaîne qui a été complètement supprimée du jour au lendemain quoi. À 200 000 abonnés, qui démonétise, je m'en bats les couilles un peu en vrai. Enfin bon, ça fait plaisir si tu peux gagner de l'argent avec. Bien sûr, surtout que sur cette chaîne-là c'est cool parce que je fais les J'irai fumer chez vous sur l'autre. Et donc c'est cool si cette chaîne-là peut financer les J'irai fumer chez vous qui est plus un peu activiste en vrai et puis aussi proposer aux Français de voir une réalité où la beuh elle est légale. Enfin bon, bref. Et donc on parlait de et donc pareil, on revient sur un truc sur une chaîne YouTube. Donc on a cette chaîne YouTube avec Rebecca où on met en fait on cherche des courts-métrages un peu partout dans le monde. On est plutôt dans le monde du thriller, horreur, sci-fi. Ça peut être dans n'importe quelle langue. Donc on a d'espagnol, même finlandais, français. C'est comment ta chaîne? T'as une chaîne YouTube où tu mets ces courts-métrages? C'est ça. Ça s'appelle Final Girl. Final Girl. Et donc on poste chaque semaine un court-métrage. Et donc l'idée c'est de créer une communauté de filmmakers. C'est génial, j'ai un pote qui ça pourrait intéresser. Comment on dit en français? De réalisateurs. De réalisateurs quoi. De gens qui font du film. Ouais. Des gens passionnés. Des gens du cinéma. On s'est rendu compte aussi, c'est que la communauté de gens qui font des films d'horreur et des thrillers, c'est des gens mais tellement passionnés et tellement cool et un peu nerd. Qui est vraiment cool quoi. Je dis ça parce qu'on a fait plein de festivals avec les films qu'on a fait et c'est vraiment des gens super cool et passionnés. Et donc l'idée de cette chaîne, c'est de quand on sera monétisé, c'est de partager et on a commencé déjà à être monétisé, c'est de partager en fait les gains avec les filmmakers. Ouais, ça y est. Ouais. C'est comment que ça s'est passé? C'est après 10 000 abonnés, c'est ça? C'est ça. Ouais. Après 1000 abonnés et 4000 heures de vues, voilà quoi. C'est 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Ouais, c'est ça. C'est top. Et donc comme ça, en fait, on a réussi à trouver des réalisateurs qui ont des films de long métrage qu'on optionne et qu'on réussit à faire financer. Et donc l'idée, c'est que voilà. Là, t'as des films en tant que productrice, t'as des films qui vont se monter de toi en tant que productrice là. Ouais. Génial. Mais alors après, l'idée, c'est pareil, c'est que je suis productrice, chef opératrice et voilà quoi, on continue ce même truc là quoi. Je crois qu'il faut de plus en plus il faut maîtriser plein de postes différents. C'est limite flippant. T'as la pression parce que là tu t'es dit je mets un film par semaine. J'ai la pression de ouf. On a la pression de ouf. C'est pas si un facile. Boulot, hein. Parce qu'en fait c'est après mettre un film par semaine possible, mais c'est des films qu'on aime quoi. C'est vraiment des films qu'on se dit T'as pas envie de faire de concessions sur. On veut pas faire de concessions sur les films. Vraiment, on dit voilà, c'est notre ligne de conduite, c'est les films Final Girl quoi. Pourquoi Final Girl? Parce qu'on est deux filles, on est. Et pourquoi Final?
Parce que c'est aussi un petit peu l'idée du film d'horreur, tu sais, la final girl, c'est celle qui reste à la fin et qui survit. C'est la final girl, voilà. Donc, comme on est deux filles qui commencé cette chaîne, voilà. C'est top, franchement c'est top que vous fassiez ça, même pour les réalisateurs, tu vois, tu es réalisateur, tu as fait ton court-métrage d'horreur, ouais, et puis en fait, on a vu qu'il y a aussi, il y a plein de chaînes YouTube de films d'horreur, de films de court-métrage. T'as failli te faire censurer parce que je parlais du bédo et de l'alcool, mais c'est compliqué aussi pour ceux qui font du film d'horreur parce que dès qu'il y a du sang sur YouTube... faut qu'on fasse gaffe, et après s'il y a des films qui seront censurés, ils seront censurés et on peut pas être monétisé dessus, et en fait on le sait quoi. Mais s'il y a des films qu'on adore et qui... on va les prendre quand même en fait. Alors ils peuvent te les parce que on parle des strikes YouTube, mais moi j'ai pris un warning là sur une vidéo sur ma chaîne française elle a disparu, ils l'ont carrément shut down, mais sur la chaîne américaine il y a une vidéo où j'allais à un show de stand-up, ils ont supprimé la vidéo où à un moment donné il y a des mecs qui prenaient des champis. Et c'est marrant parce que sur certaines chaînes ça passe, d'autres chaînes ça passe pas, tu sais jamais, tu vois. Et donc le but c'était que les humoristes doivent prendre des champis et monter sur scène complètement allumés. Ouais. Et là ils m'ont dit warning, on a retiré la vidéo, t'es en sursis, là tu refais un truc comme ça, on peut te supprimer la chaîne. Oh, wow. Donc je sais pas, le film d'horreur c'est le sang, mais tu peux mettre la vidéo interdite au moins de 18 ans, je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, en fait, on est en train de lire tous les trucs légaux, c'est compliqué quoi. Par exemple, il y a un truc sur les cadavres, je sais pas pourquoi, ils disaient alors, il faut pas montrer des cadavres non préparés. Il y a des trucs chelous comme ça avec YouTube, je sais pas. Je sais pas trop. Il y a eu un truc avec Jake Paul à un moment donné, ou Logan Paul, tu vois, ils ont montré des cadavres, je crois, ou un truc comme ça où il y a eu un problème. Ouais, en fait, la violence gratuite. Alors, violence contre animaux aussi, tu peux pas montrer. Je regarde. En fait, il y a plein d'espèces de petites règles qui sont un peu bizarres. C'est des trucs légaux qui sont un peu chelous, mais tu peux. Il faut juste les comprendre. Même si c'est de la fiction. Même si c'est de la fiction, en fait. Mais pour l'instant, tu vois, ça va. On réussit à passer, tu vois. Ça fait peur parce que, tu vois, avec la télé, il y avait un truc où c'était la chaîne qui censurait. Il y avait Canal+ qui passait du porn à l'époque. Ouais. Et maintenant, YouTube devient... Bon, après, tu me diras, il y a OnlyFans, il faut payer, machin. Mais c'est vrai que YouTube, c'est le mainstream. Et... ça remplace la télé, ça agit vraiment comme un mainstream et puis... Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que quand tu regardes les gens qui regardent notre chaîne aussi, c'est ils les regardent pas sur un téléphone, ni sur une tablette, ils regardent sur une télé. 70% des gens qui regardent notre chaîne, c'est sur une télé. Sur YouTube, ils regardent tous sur la télé, c'est génial. C'est ouf. Ouais, donc c'est vraiment, ça remplace la télé pour de vrai. Bah ouais. Et les gens attendent le vendredi matin. C'est vrai. On poste. J'ai des gens. C'est top. Ça, je te dis, Final Girl is here. Top. It's Wednesday. It's Friday. Donc t'as un Instagram, Final Girl. Ouais. Je le mettrai dans la description comme ça les gens si ça vous intéresse vous pouvez aller checker ça. Et t'as ta chaîne YouTube Final Girl. Et là c'est tous les vendredis. Ouais. T'as des films qui sont censurés là maintenant dans tes films qui sont interdits moins de 18 ans. De toute façon ils sont tous pas, c'est pas pour les enfants. Enfin tu vois tout notre. Mais tu peux pas accéder. Parce que non, écoute, je sais pas parce qu'en fait tout notre content il est pas pour enfants quoi. Tu vois, on a. Tu dis non mais en fait, c'est not for kids quoi. Not for kids. Ouais. Ça, en fait, ce contenu-là, not for kids, c'est pour spécifier que c'est parce qu'il y a YouTube Kids et puis il y a des trucs. Ouais. Non, c'est que pour les enfants. Non. Et puis après t'as le contenu qui est pas pour les enfants, mais que tout le monde peut voir. Et il y a le contenu qui est pas pour les enfants et c'est interdit au moins de 18 ans. T'as pas encore ça sur ta chaîne. Je sais pas. Ouais, faut qu'on regarde. Je sais pas encore. Non, je sais pas. D'accord. Moi, j'ai pas regardé ça encore. Donc, toi, là maintenant, mais t'as pas envie de faire que du film d'horreur, mais là, pour l'instant, c'est dans. Ah non, de toute façon, on n'a pas que des films d'horreur, on a des thrillers, on a des trucs qui sont pas du tout. Sur Final Girl, c'est pas que des films d'horreur. Non, c'est pas que des films d'horreur. Okay. C'est sci-fi, fantasy. Comédie aussi. Il y a des films un peu, tu sais, à la Yorgos Lanthimos, tu sais, on a des trucs un peu barrés, tout est disturbing, tu sais, un peu. T'aimes bien putain, ça. Je peux pas parler des fois. Vandame. Elle nous fait une Vandame. Putain, je te fais une Vandame. Ça m'arrive aussi. Il faut la totale mousse. C'est pas possible. Donc ouais, mais bon, tant que t'es aware. Tant que t'es aware, c'est ça qui est. C'est le plus important. Donc t'as ça. Donc j'ai ça et donc et ouais, puis après voilà, et plein de tournages aussi à côté qui bien sûr prennent beaucoup de temps. Et aussi, quand t'es chef-op, il y a aussi un côté où, pour les tournages,
t'as fait un film sur le rodéo par exemple, d'un coup tu dois te retrouver au Texas pendant un mois parce que tu dois filmer un film sur... C'est aussi un côté cool quoi. Donc, ça c'était génial, le film sur le rodéo c'était génial. Ouais. J'espère que... Ils n'ont toujours pas fini quoi, c'est encore en montage. Ça fait combien de temps que t'as fini? Mais c'est ça, les gens se rendent pas forcément compte, c'est que tu finis ton tournage et ensuite des fois c'est 1 an de montage. Ça fait plus d'1 an quoi, je crois que ça fait 1 an et demi. Ouais, et je crois qu'il y a des reshoots encore, et je crois qu'ils avaient un problème de budget, et donc ils ont toujours Ils font des reshoots aussi. J'étais acteur dans un film qui a été distribué par Sony, je me raconte, mais bon, j'ai un tout petit rôle et j'étais tellement coupé au montage, mais c'est pas grave, je suis toujours dedans. Ah, t'es toujours dedans quand même. Ouais, et en fait, le film est terminé, et après, t'as Sony qui décide de distribuer le film, Columbia Pictures, qui est une société de Sony. Ils décident de distribuer le film. Et là, ils décident de mettre encore 1 ou 2 stars un peu dans le film, donc ils font des reshoots juste pour caser des stars. C'est qui les stars qu'ils ont mis? C'est pas vraiment des stars, ils ont mis le mec qui est mort il y a pas longtemps, là, Green, le mec qui fait Z dans Pulp Fiction. Tu vois qui c'est? C'est pas des méga stars, mais ils ont mis des, pour dire la vérité, ils ont mis des blancs. C'était qu'il y avait que des latinos. Ah oui. Ah d'accord. Il y avait que des latinos. Des blancs un peu mi-connus quoi. Ouais, et ils ont mis le frère de Julia Roberts, on parlait de Pretty Woman. Et il s'appelle pas Robert Roberts, je sais plus comment. Robert Roberts. Il s'appelle comment? Robert Roberts. Ça dépend. Pas une idée quoi. Alors on va l'appeler Roberts. Ils est né. Mon ami c'est Roberts. Putain non, en plus j'ai tourné Robert avec lui. Mais non, attends, j'ai tourné avec lui. Tout le monde a tourné avec lui. Apparemment, tout le monde a tourné avec lui, il dit jamais non. Le mec, tu lui donnes, sérieusement, hein, tu lui donnes 5000 balles pour la journée, il tourne. Il vient. Non mais il vient. Hein. Tu lui donnes 5000 balles à la journée, il vient. Il a raison, c'est un hustler. Ouais, je te jure, c'est un hustler, ouais. Et donc, ou alors il a des méga dettes, tu vois, je sais pas, mais en tout cas. Ou peut-être il kiffe sa vie, il adore jouer. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Stéphane Robert, non. Eric Roberts. Eric Roberts. Je savais qu'il avait un nom français. Enfin, Eric, ça fait vraiment, on dirait Eric Robert. Eric Roberts. Et ce qui est drôle, c'est que il vient pour 5000 $, mais alors tu peux être sûr qu'il va jamais se rappeler de ton dialogue. Donc il va pas apprendre ton dialogue si jamais t'es le réel. Alors il va falloir que tu fasses des grandes pancartes comme ça. Et que. Alors aussi. Il va falloir que tu... Je sais pas, j'ai fait 2 tournages avec lui, je me rappelle plus ce que c'est. Et puis alors il va falloir que tu payes une personne en plus qui écrive les pancartes, parce qu'il a une personne spécialisée pour écrire les pancartes. Ah, il a sa personne? Il a sa personne à lui. Ouais, donc moi, plus ma personne à pancarte. Voilà, la personne à pancarte, qui est parce qu'elle a une certaine écriture, qui est écrite gros, assez gros, hein. Et donc il faut les mettre derrière la caméra, et puis sur les côtés. Mais attends, mais tout le monde peut écrire tu gros. Vois, alors je me rappelle que je mettais des lumières, et il disait « Ah non, mais là tu peux pas mettre cette lumière-là, hein. La lumière, tu peux pas la mettre là parce qu'en fait, j'ai besoin de ma pancarte ici. » Et puis, il a des lunettes. Donc, comment il fait? Et donc, il fait... Non, mais laisse tomber. Donc, il y avait des pancartes partout. Eric Roberts. Voilà, il allait... il a son texte. C'est quoi ce délire? C'était hyper drôle. En plus, le mec, il a travaillé avec Christopher Nolan, enfin, tu vois, il a fait des films incroyables, mais non. Je pense que pour Christopher Nolan, il a... Je pense qu'il va prendre son texte. Ça dépend du budget, mais je pense pour les... $, il apprend pas. En même temps, tu vois, c'est normal, 5000 $, tu viens une journée, t'apprends pas ton texte, t'as rien à faire, t'as quelqu'un qui écrit les pancartes. Ouais. Ben hop, 5000 $, et puis tu te fais, je sais pas moi, 2 semaines de vacances à Sainte-Lucie avec 5000 $, mais un super hôtel et tout, et tu te la kiffes quoi. Ouais, c'est clair. Pour une journée. Ouais. Il a laissé les livres. Tranquille quoi. C'est pas une resta comme sa sœur. Non, pas non. Julia, c'est vraiment. Julia Roberts, c'est vraiment resta, et lui, c'est je kiffe la vie quoi. Ouais, il kiffe la vie. T'as tourné vraiment avec une grosse resta. Mais je me rappelle, t'avais fait ce truc avec, comment elle s'appelle la nana de Au revoir à jamais en français qui a tourné, tu sais, le film qu'elle a fait avec Samuel Jackson. Elle a fait c'est elle qui a mis Brad Pitt en premier avec Thelma et Louise. Thelma et Louise. Ouais. Ah oui, Gina Davis. Gina Davis. Gina Davis, ouais, elle est cool. T'as bossé avec elle? Ouais, mais c'était pas un film, c'était un reality TV, c'était un pilote. Ah, t'as fait juste le pilote. T'as juste fait le pilote. Hein. Bah en fait, ouais, il a pas été pris, il a pas été financé. Je l'aime bien elle. Elle était elle me donne une super vibe. On a tourné, je crois que on a tourné dans sa maison. Ouais, elle était vraiment adorable. C'était un truc qu'elle avait écrit et tout, on se dit ça va se faire, mais en fait ouais. Et là t'as ton court-métrage d'horreur que t'as envie de réaliser. Et d'ailleurs on va le poster cette semaine là. On va le poster là. Comment il s'appelle déjà? Turn It Off. Turn It Off.
T'as tourné dans ton ancienne maison, je me souviens. Ouais, j'étais dans mon ancienne maison. Ouais. T'as utilisé un truc qui était génial, le Trinity. Ouais, On parle geek pour ceux qui aiment vraiment les caméras, etc. et les accessoires. Le Trinity, c'est un. Comment tu peux le décrire? C'est une espèce de perche avec. En fait, c'est comme une grue portable, presque. On peut dire quoi. Tu tournes en 360 dans tous les sens. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un Steadicam. C'est un Steadicam, donc ça se porte comme un Steadicam et avec une barre. Et en fait, la caméra au bout de la barre, elle est avec une tête gyrostabilisée. Gyrostabilisé. Le mot gyrostabilisé. Et elle peut donc tourner à 360 degrés. Et donc, voilà, on peut faire des plans qui vont des pieds jusqu'à la tête et qui sont hyper stables. J'ai vu 2-3 mecs utiliser le Trinity sur des plans avec le pot ouvrant, ça part dans la voiture, c'est un délire. C'est un délire. Merci d'avoir fait cet épisode de. Pour l'instant, j'appelle ça parole d'immigrés. Mais bon, ouais, j'aime bien. Ouais, on est tous les immigrés. Ouais. On est tous l'immigré de quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et voilà, mais en vrai, j'ai failli l'appeler Nomade à la maison parce que c'est vraiment moi qui vais chez les gens et c'est toujours un kiff. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit dans ton coin là? Je vais aller faire un tour. Je vais pas rentrer chez moi. Il est quelle heure là? 16h. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai mon show à 20h, donc je vais squatter quelque part. Il est où ton show? Il est. Tu connais Yucca Street? Ça s'appelle le Remix Comedy Room. Je sais même pas loin, je sais plus c'est quoi. Ouais. Yucca Street, en tout cas, c'est sur Yucca Street. C'est à 20h? À 20h, ouais. Je vais me poser quelque part tranquille. Bah, viens si tu veux. On peut aller au All Season Brewery, là où ils ont tourné Lost Highway. On peut y aller maintenant? Ouais. Génial. Senda, c'est trop cool. On va aller au machin brewery. Oh, ok. Et attends, toi je tiens à dire un truc, parce que c'est de la bière zéro. Non mais je te dis un truc, une fois, je sais pas, j'ai un placebo. J'ai un placebo avec la bière 0%. Tu sais qu'une fois, la Heineken 0, je vais pas faire de la pub pour eux, ils sponsorisent pas du tout. Mais je suis avec eux, ils nous amènent pareil, un pack de bière, et je savais pas que c'est de la Heineken 0. Et je suis là, je bois une, je bois deux, j'en bois trois, et je te jure, je crois que je suis bourré, je commence à parler fort. Et je savais pas que c'était de la 0. Et je parle fort et tout, machin. Et à un moment, je bois et je vois le machin 0. Et je me dis, attends, c'est quoi ce délire là? Et je me rends compte qu'il n'y a pas d'alcool. C'est vrai. C'est vrai, mais je me dis, imagine, j'aurais pris le volant, j'aurais dragué, je me serais mis dans une bagarre, arrêté par les flics, et ils me font l'alcotest. Ah bah non, c'est bon. Non, mais tu sais que les gens qui sont addicts au jeu, au poker, donc ils prennent aucune substance, hein. C'est des gens qui sont addicts au jeu. Ouais, bien sûr. Et si tu les mets donc après avec les autres personnes qui sont addicts aux drogues et tout en rehab, tu les dis, on arrête de jouer, ils sont en même état physique de withdrawal. Donc ils sont en mode en tremblement, ils ont des suées, ils vomissent, leur corps. Substance chimique dedans. Quoi. Ouais, tu te rends compte? Et leur d'ailleurs, cerveau s'est mis en mode. Je parle de ça parce que c'est interdit en France en tout cas, mais là ça va être légalisé au Texas. T'as entendu parler d'Iboga? Ibogaine. Ibogaine. Il y a Ibogaine, ouais, c'est une drogue. Mais meuf, je me dis c'est une drogue, c'est une plante. C'est une racine. Non, c'est une racine, on va pas dire c'est une drogue. Mais t'as vu, ils ont fait des tests cliniques sur cette racine qu'ils ont décidé d'interdire. 80% de résultats positifs aux addictions, même sur l'héroïne. C'est incroyable. J'avais vu un documentaire comme ça, c'est incroyable. Mais tu dis, ils ont interdit ça, mais c'est quoi ce délire? Et ils ont autorisé les opiacés, les opioïdes, je sais plus. Ouais, enfin après c'est des pharmacies ici, mais tu vois, ils s'en mettent plein. Sur ces bonnes paroles. Ouais, c'est bonnes paroles. Le bar où ils ont tourné Lost Highway. Merci Senda, c'était vraiment cool. De rien. J'ai bien kiffé. On y est, donc Firestone. Hi, how are you doing? How are you? ID? Yes, sir. Alright. Il y a du floorball aussi ici et des jeux d'arcade. Des jeux de fête foraine. Hein. Des jeux de fête foraine. Et tu peux gagner ce truc là? Un Pokémon! Tu peux gagner un Pokémon! Je voulais juste vous montrer les toilettes.